BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de quoi je me mêle. De quoi je me mêle, votre rendez-vous de la tech du week-end, à la fois sur 01 TV, bien sûr la chaîne, sur les box, mais aussi sur 01net.com, la chaîne YouTube 01 TV et le dimanche sur BFM Business à la radio, à la télé, avec cette semaine encore, vous allez le voir, une actu riche. Tout à l'heure, je recevrai Philippe Daly, qui est le monsieur Alexa français, le papa d'Alexa en France. C'était lui qui a initié la version française d'Alexa. Alors on parlera de l'évolution de l'assistant vocal d'Amazon et puis on commentera aussi toutes les annonces qui ont été faites cette semaine. Je vous rappelle le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez réagir à tous les sujets qu'on évoque, la page Facebook qui vous attend aussi. Merci encore une fois d'être là, fidèle au poste, en podcast aussi puisque vous êtes très nombreux à nous écouter en version audio. C'est parti pour De quoi je me mêle. Et de quoi je me mêle, bien sûr, c'est l'actu commentée à chaud par nos experts, le club de la presse IT. Anthony Morel est là. Bonjour Anthony. Salut François, salut à tous. Et puis Raphaël Grabli. Salut François. Salut Raphaël. On a une petite pensée pour notre ami Nicolas Lelouch qui est un peu tout sautant. Il est fragile. Ça arrive en ce moment. Il est fragile. Voilà. Et on l'embrasse, mais l'angine de Lille. La fameuse angine de Lille. La maladie de Lille, ouais. C'est la fameuse Hashtag. C'est sur TikTok. Angine de Lille, qu'on a tous attrapé plus ou moins. Exactement, même à Paris. C'est peut-être d'ailleurs nous qui avons filé ça à Nicolas, finalement. Bon, plus sérieusement, Anthony, vous le savez, journaliste tech dans le groupe BFM Business, l'émission d'Estelle Denis sur RMC et sur RMC Story, et puis dans De quoi je me mêle aussi, et Raphaël Grabli, bien sûr, BFM Tech, et qu'on retrouve aussi sur BFM TV, avec pas mal d'actualités, et on va commencer par Amazon. Alors, on en parlera longuement tout à l'heure, Anthony, mais... Ouais. Amazon a fait une keynote très intéressante, avec toute une panoplie de produits. Alors bon, il y a toujours la frustration de certains produits qui ne sont pas annoncés en France tout de suite. Vrai. Mais malgré tout, c'est intéressant de voir la stratégie que prend Amazon dans le monde du hardware. Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand on pense à Amazon, on pense e-commerce, on pense au cloud, mais leur division hardware est de plus en plus intéressante. Ils font des tentatives, des expérimentations de plus en plus intéressantes. Alors là, ce qui a retenu l'attention de tout le monde, je pense, en tout cas la mienne, c'est le petit robot qui a été annoncé, le petit Astro, qui est assez... J'allais dire, c'est l'évolution façon Pokémon des assistants vocaux. C'est le next step. On a les assistants vocaux aujourd'hui qui sont de plus en plus installés chez nous. L'étape d'après, c'est de les monter sur une sorte de petit animal de compagnie robotique. Je ne sais pas trop comment le décrire. Il ressemble un peu à Wall-E. Moi, je le décris comme étant le fruit des amours interdites entre un robot aspirateur et une tablette tactile. C'est ça. C'est ça. Moi, c'était un peu le fils caché d'un Roomba et d'un iPad. C'est un Amazon Echo et un Roomba. Exactement, ne laissez pas traîner vos appareils électroniques sur le tapis, s'il vous plaît. Surtout au coin du feu, c'est trop romantique. On sait jamais. Donc après, voilà. Alors la question, c'est à quoi ça va servir. Donc il y a toutes les fonctionnalités de l'assistant vocal. Donc on peut lui poser des questions, etc. Il peut jouer avec les enfants. Il y a tout le côté assistant pour les personnes âgées aussi, où on va pouvoir lancer une visio très facilement en lui demandant. Il y a son écran et donc on va pouvoir discuter avec les petits enfants. Et puis il va nous servir aussi alors, chien de garde, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas il va patrouiller quand on n'est pas à la maison, faire des rondes, et il est capable avec des caméras, avec de la reconnaissance faciale, de détecter des intrus. Il sait qui habite à la maison, qui n'y habite pas, de vous envoyer des alertes. On peut aussi voir par ses yeux quand on est par exemple au boulot et qu'on a un doute, est-ce que j'ai oublié d'éteindre le four par exemple. On peut voir à travers les yeux du robot. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve, c'est une évolution possible, on va dire, pour ces assistants vocaux. Après, je vais pas vous mentir, moi ce que j'attends vraiment quand on parle de robot domestique, c'est le robot majordome, tu vois, celui qu'on présente au CES de Las Vegas sous forme de prototype qui peut ramasser la télécommande que tu as laissé traîner et t'apporter un verre de vin quand tu es assis dans le canapé. Je pense qu'on n'en est pas encore complètement là, mais on va dire c'est un premier pas intéressant. Pour dire qu'on a tout vu quand même au CES de Las Vegas. Et on commence à être un peu lassé parce que ça fait un moment qu'on attend notre robot qui nous apporte notre verre. On l'attend toujours. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans la pub vidéo d'Amazon, à un moment, il apporte une bière. Derrière, il y a un petit container. Il apporte une bière. Ça, on montre pas, par contre, comment il ouvre la porte du frigo et comment il prend la bière. J'aimerais bien voir l'image. Il transporte plus qu'il n'apporte. Et voilà, c'est ça. C'est un peu l'arnaque. Ça. Mais c'est vrai qu'il a deux petits, vous savez, comme dans les voitures, dans les voitures, des supports de canettes. Ces supports de canettes. Mais bon,
voilà, faut quand même les mettre dedans. Oui, Donc, a voilà. priori, c'est Quoi. que Voilà. exactement. Donc je sais pas si ça sert à grand chose. C'est clair. Non, après, encore une fois, la différence c'est entre ce qu'on voit sur les images et vraiment ce que peut faire l'intelligence artificielle au quotidien. Parce que moi, quand je vois aujourd'hui que les assistants vocaux, mais que ce soit d'ailleurs Alexa, Siri, Google Assistant, parfois quand même ont tendance à s'allumer tout seul, à répondre quand on les sollicite pas. Enfin, je veux dire, c'est encore imparfait. Or, le problème, c'est que ces assistants, pour pas énerver l'utilisateur, faut être parfait quasiment 100% du temps, ou en tout cas pas s'allumer au milieu de la nuit ou répondre à côté. Or là, non seulement il y a une tablette, mais en plus il se balade. Alors, est-ce que quand on se balade chez soi et qu'on a un robot et qui commence à répondre alors qu'on n'a rien demandé, est-ce que ça peut pas être un peu crispant? Donc voilà, sincèrement, moi je serais hyper curieux de le tester, mais je pense que plus on avance dans un robot qui s'immisce dans la vie quotidienne, plus on doit être absolument irréprochable sur l'intelligence artificielle. Ouais. Et là, il y a deux sources d'intelligence artificielle. Il y a à la fois forcément l'assistant et il y a à la fois l'intelligence artificielle de déplacement avec du mapping des zones, des pièces, etc. Donc là, il y a deux défis en un. Et puis il y a le côté aussi, alors que tu l'abordais un petit peu, mais respect de la vie privée, qui avait été déjà tout un débat avec les assistants vocaux quand ils ont commencé à s'installer chez nous, et qui va être encore plus le cas avec ça. Et d'ailleurs, il y a déjà eu un certain nombre, alors il y a eu des associations, mais il y a aussi des lanceurs d'alerte, on va dire chez Amazon, des gens qui ont travaillé apparemment sur ce petit robot, et qui ont déjà dit, en termes de respect de la vie privée, là c'est un cauchemar. Le machin, pour le coup, on a vraiment un mouchard qui se balade partout. Si par malheur, un hacker parvenait à en prendre le contrôle pour une raison ou pour une autre, là, en gros, on peut tout voir ce qui se passe chez vous. Bon, ça va poser aussi des questions de ce point de vue-là, ces petits robots. Cela dit, avec les caméras aujourd'hui connectées, les hackers, ça fait un moment qu'ils peuvent regarder ce qu'il y a chez vous. C'est vrai, mais c'est d'ailleurs assez étonnant. Hein, c'est cette fronde de certains développeurs d'Amazon qui ont dit attention, ce produit-là. Oui, c'est bizarre. J'avais jamais vu ça auparavant. Étonnant. On en reparlera tout à l'heure avec notre invité, le porte-parole d'Amazon France, Astro. Alors, donc il y a eu Astro qui ne sortira pas en France, hein, qui va sortir quand même rapidement aux États-Unis. Oui, voilà. Alors $1,000 et 1,500 ensuite. Mais bon, voilà, c'est un vrai produit. C'est pas un proto comme on voit parfois. C'est un vrai produit qui va sortir. Donc qui serait déjà fonctionnel. Qui sera fonctionnel. Donc on va avoir des tests et des reviews aux États-Unis. Donc clairement, ça va arriver. Mais c'est concrètement. Moi perso, je trouve ça assez excitant. Ouais, moi aussi. Moi, je suis un peu dubitatif, mais par contre, si on me dit de le tester chez toi, je le teste volontiers pour voir comment ça fonctionne. Ils en font un par étage aussi pour ceux qui ont une maison par étage, parce qu'ils montent pas encore les escaliers. Voilà. Oui. Peut-être la V2, on verra. Avec Boston Dynamics. Ouais, c'est ça, faut faire un mix avec le Atlas. Avec le Atlas, ça va commencer à vraiment faire flipper, je pense. C'est clair. Il a coûté cher aussi. Il y a eu d'autres annonces, alors là, qui vont sortir en France, notamment un Echo Show 15. Hein, donc, vous avez vu ce grand écran, en fait, cette grande tablette tactile qu'on va pouvoir poser, par exemple, sur un mur. Presque une télé. Hein. Voilà, une télé avec reconnaissance faciale, etc., etc. Il y a eu aussi des extendeurs de Wi-Fi, enfin, toute une... Le Glow pour les enfants aussi. Là, oui, très sympa ça, le Glow. Projecteur, je trouve ça très sympa. Très innovant ce produit. Très innovant, donc, qui a une sorte de projecteur en fait, hein, c'est ça qui va projeter au sol une image. Alors là encore, l'usage qu'ils mettent en avant, c'est le côté on peut discuter avec les grands-parents, etc. ou diffuser une série, une série. Si ou vous êtes avec nous en vidéo, on est en train de voir le système. C'est vraiment, enfin, l'objet donne envie là aussi. Projection 3D tactile avec un retour vidéo de la personne qui peut être n'importe où pour de la visio. C'est pas mal, ça peut être aussi un outil éducatif assez intéressant, je trouve. En fait, moi, ce que j'aime bien avec Amazon, c'est que ils ont tellement pas de produits. Alors, si, il y a les Echo, les assistants vocaux, mais c'est pas quand même une entreprise de hardware. Mais c'est une entreprise qui veut faire du hardware et qui a un argent de dingue. Ce qui fait qu'ils testent beaucoup de choses. Et ça, c'est quand même très sympa. Parce que du coup, il n'y a pas d'autres grosses boîtes comme ça qui va oser lancer des produits qui parfois se planter. Qui sortent un peu nulle part. Mais ils se plantent souvent. Par contre, après, ce qui marche, là, pour le coup, ça cartonne. Les smartphones 3D, on se souvient. en tant qu'amateur de la tech, on ne peut pas reprocher à une boîte de faire des tentatives. D'autant plus quand elle a des moyens comme ceux d'Amazon. Moi, je trouve ça passionnant qu'ils tentent plein de choses. Et après, il y aura des produits qui vont pas marcher. On va se moquer un peu de certains produits, mais c'est pas grave parce que derrière, il y a des choses qui vont marcher. Drone caméra, là, sympa aussi. Oui, ce petit drone. Alors là aussi, en matière de vie privée, c'est la même. C'est le cauchemar. C'est vraiment le truc. Ouais, mais après, il y a deux. En fait, mais c'est vrai qu'on est toujours partagé, un peu dubitatif. C'est comme le Astro. Moi, je trouve que technologiquement, c'est incroyable. Fascinant.
Incroyable ce petit truc là qui retransmet les vidéos en direct et qui va se balader avec évidemment des capteurs pour éviter de se prendre un mur, etc. Puis de l'autre côté, c'est vrai quoi, la vie privée là. Mais par exemple, si il y a personne à la maison, qu'on le met en route pour aller vérifier de temps en temps si tout va bien, ou si vous, par exemple vous avez un petit jardin pour voir si toutes vos plantes vont bien, etc. Enfin bon, ça peut avoir du sens. Oui, bien sûr. Puis c'est des produits qu'on accepte d'avoir chez soi volontairement aussi. Ça reste dans le cadre privé. Évidemment, alors, on va pas vous mettre un fusil sur la tempe pour que vous installiez ce produit-là. Alors il y a les micros, il y a le problème des micros, mais de toute façon le problème des micros c'est nos smartphones. On a un micro sur nos smartphones. J'ai envie de dire, à quel moment il se déclenche À quel moment il se déclenche Non, parce qu'après, si le petit robot Astro il arrive en soi sans explication, on le voit quand même arriver. Donc le vrai problème c'est les micros. Mais c'est le même problème que sur un smartphone. On reviendra sur toutes ces annonces tout à l'heure, plus en détail. Toujours du côté d'Amazon, décidément. Alors, l'actualité est riche. C'est le Wall Street Journal qui dévoile à quoi ressembleront, Anthony, les futurs grands magasins d'Amazon. C'est ça. Parce qu'Amazon, évidemment, est présent sur le web. Et vous le savez, ils ont la volonté d'investir énormément d'argent sur des magasins physiques. C'est ça. Ils ont dématérialisé le commerce. Ils sont en train de le rematérialiser d'une certaine manière. Et là, encore plein d'expérimentations. Et la dernière en date, alors pour l'instant ce sont juste des informations de presse, mais en général le Wall Street Journal est bien informé, c'est qu'ils voudraient ouvrir l'équivalent de nos grands magasins, les Américains disent des department stores, mais en gros c'est l'équivalent de nos galeries Lafayette, et Amazon veut en faire une sorte de laboratoire technologique, là encore, c'est-à-dire c'est pas les grands magasins tels qu'on les connaît, ça va être des laboratoires, des grands magasins, mais à la sauce high-tech, donc ils nous donnent quelques détails de la façon dont Amazon par exemple voudrait vendre des vêtements, donc on pourrait se balader dans les rayons, imagine Amazon, scanner les articles qui nous plaisent grâce à des QR codes, qui est une techno qui a le vent en poupe en ce moment, ça ne vous aura pas échappé. Et donc vous arrivez devant la cabine d'essayage et comme par magie, tous les vêtements que vous avez scannés vous attendent, vous pouvez les essayer. Il y a un écran tactile géant à l'intérieur de la cabine. Si vous avez oublié de prendre un article ou si vous avez pris un pantalon trop grand ou trop petit, vous appuyez sur un bouton, on vous apporte la bonne taille. On va vous faire. Ça sera peut-être Astro qui vous l'apportera après. Astro. Alors il y aura des robots, on ne sait pas exactement sous quelle forme, mais apparemment il y aura aussi des robots et de l'automatisation dans ces magasins. Et puis on vous fera aussi via ces écrans tactiles des recommandations, comme quand vous êtes sur l'application ou le site Amazon, tu as pris tel pantalon, peut-être que cette ceinture va t'intéresser. Donc voilà, encore une expérimentation parmi d'autres. Ils avaient déjà leur supermarché Amazon Go, les petites épiceries dont ils veulent ouvrir plusieurs milliers d'unités dans les années qui viennent, où tout est en mode automatisé, où il n'y a plus de caissière, il n'y a plus de file d'attente, on entre, on prend ce qu'on veut et on sort. Ils ont racheté Whole Foods aussi, qui est une grande chaîne de distribution aux États-Unis. Ils ont aussi relancé certaines librairies aux États-Unis. C'est étonnant, quoi. Eux qui ont tué plus ou moins les librairies. Elles sont, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en visiter des librairies Amazon aux États-Unis. Non, j'ai pas. Mais c'est assez intéressant parce que quand on entre, on en a vu 2-3. Je ne sais pas si tu en avais vu aussi. Non, j'ai jamais eu l'occasion de visiter. J'ai eu la chance, j'en ai visité 2-3 à New York, aussi en Californie. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on arrive sur Amazon, mais en physique, c'est-à-dire que quand on arrive, le présentoir principal, c'est les livres les mieux notés. En fait, tout est une réplique physique de la navigation sur le site Amazon, donc c'est assez intéressant. Après, ça reste une librairie, tout ce qui est le plus classique. Si on regarde vraiment le magasin en soi, ça reste une librairie assez classique avec des salariés. Parce que ce que j'ai quand même l'impression qu'Amazon essaie de faire, alors déjà avec Amazon Go, mais aussi dans le projet dont tu parles, c'est quand même un peu de se libérer, entre guillemets, des salariés, d'avoir le moins de salariés possible avec l'automatisation. Mais c'est vrai que pour vendre des livres, on est obligé d'avoir des humains, quoi. Oui, et des vêtements, autant sur les bouquins, à la limite, je peux comprendre. Bon, sur les produits alimentaires, là, clairement, il n'y a pas besoin d'humains. De toute façon, quand on va faire les magasins, le seul point où il y a besoin d'un humain, et encore, de toute façon, de moins en moins, c'est pour l'alimentaire. Mais aujourd'hui, on va dans un Carrefour City ou dans un Franprix. En général, on se retrouve face à une caisse automatique. Mais sur les vêtements, moi, je veux la vendeuse qui me dise, mais ça vous va hyper bien. Ça a aucun robot. Astro va venir et va te dire, Anthony, ça me fait moins quand même, tu vois. Voilà, mais pour les vêtements, moi, je suis d'accord. Je suis plus dubitatif sur le fait de d'avoir beaucoup moins de salariés. C'est quand même un secteur où il faut quand même du conseil. Ouais, clairement. Non, mais c'est intéressant de voir en tout cas le nombre d'expérimentations qui sont en train de se lancer. À Londres, ils ont aussi lancé, alors pour leurs salariés pour l'instant, mais ça pourrait être étendu, un salon de coiffure. Il y a un salon de coiffure Amazon, qui est avec tout un tas de technologies là encore. Tu as tous les produits cosmétiques, tu pointes du doigt, hop, ça s'ajoute sur ton compte sur Amazon, etc. Enfin, voilà. Mais enfin, c'est un coiffeur ou une coiffeuse qui vous coupe les cheveux quand même. C'est pas un robot. Un humain, et peut-être j'ai peur du résultat. Astro, je lui confie pas. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas beaucoup de risques. Et puis s'il a un capteur bouché qui commence à vous attaquer la joue. C'est pas terrible quand même. Donc, je ne serai pas le premier à tester. Non, mais encore une fois, la coupe Amazon Prime, j'ai hâte de voir ce que ça donne quand même. Franchement. Mais
encore une fois, tout ça, Tout doit c'est disparaître. l'expérimentation. C'est ça. C'est ce qu'on dit sur les produits, ils font pareil sur les services, c'est l'expérimentation à tout va, en sachant qu'ils vont un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, ils tentent et au moins ça permet de voir à quoi ça ressemble. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils inspirent les enseignes concurrentes. J'ai cru comprendre que Carrefour allait ouvrir à Paris un magasin totalement automatique, aussi. Un peu comme les Amazon Go dont Anthony parlait. Absolument. Donc on voit aussi que ça stimule aussi la concurrence, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on veut un magasin qui soit ouvert 24 heures sur 24, bien achalandé. On n'a pas envie d'attendre un quart d'heure pour faire la queue parfois, parce que même avec ces caisses automatiques, enfin je sais pas moi, mais ça m'est déjà arrivé, entre les deux qui sont en panne, les deux autres qui restent, avec la personne qui sait pas trop comment ça fonctionne et tout, on peut perdre du temps. Et puis, si on arrive à avoir un système fluide et qui fonctionne, soit avec reconnaissance faciale, soit avec le smartphone et tout, ça change la vie quand même, mine de rien. À suivre donc tout ça après Amazon, on va parler de Google quand même. Alors, Google, il y a encore deux actus. Une qui va être sérieuse, on va l'évoquer dans un instant, mais une qui est un peu drôle. C'est quand, en fait, la technologie rencontre la nature, la vraie, et en l'occurrence un corbeau. Vous avez sans doute vu ces images incroyables qui ont circulé sur tous les réseaux sociaux. C'est un corbeau qui s'attaque en fait à un drone livreur de chez Google. C'est ça, en Australie. Donc c'est les oiseaux d'Hitchcock, mais version high-tech, quoi. C'est vraiment ça. C'est ça. Les images sont folles. Alors elles sont devenues virales et c'est pas étonnant, parce que c'est vrai que c'est quand même très 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 étonnant. C'est-à-dire que c'est très très impressionnant. Je veux dire, les images. C'est-à-dire qu'on voit ce drone de livraison, donc qui sont utilisés depuis un moment en Australie par Wing, qui est la filiale de livraison de Google, drone assez imposant d'ailleurs, et ce corbeau qui lui fonce dessus très courageusement. Je veux dire que le drone est beaucoup plus gros que lui. Il y a les hélices, ça fait beaucoup de bruit, mais le corbeau, très téméraire. Il est très téméraire, il va, il revient. Alors apparemment, ce que disent les experts, c'est que c'est parce que c'est la saison de la nidification pour les corbeaux, et donc en gros, tout ce qui empiète sur leur territoire est vu comme un ennemi, et donc le corbeau fonce dessus. Il y a aussi probablement le fait que ces drones transportent des victuailles qui sont assez appétissantes, puisque les Australiens se font livrer, alors ça peut être le café du matin, ça peut être le goûter des enfants, ça peut être des poulets rôtis. Ça a explosé depuis le début de la crise sanitaire, parce qu'avec les confinements, évidemment, on se fait beaucoup plus livrer de la nourriture. Surtout sur des grands territoires comme l'Australie, où là, vous voyez, bon, c'est des résidences, enfin, c'est des lieux résidentiels où vous n'avez pas d'immeuble, enfin, voilà, absolument. Vous n'allez pas avoir votre drone qui va vous livrer un truc si vous êtes au 12e étage de votre d'ailleurs, les votre expérimentations de Wing, ça se fait à Canberra, dans une autre ville australienne dont j'ai oublié le nom. Mais en revanche, je trouve ça hyper intéressant. Oui, parce que ça fonctionne. En fait, ça marche. Bien sûr que ça marche, parce que le service, il a été lancé maintenant il y a peut-être 2-3 ans à Canberra, et bien sûr que ça fonctionne très très bien. On voit bien qu'on peut livrer aussi. Alors il y a des livraisons de café. Voilà, bon, se faire livrer son café par drone, c'est ce que tu disais sur Twitter, se faire livrer son expresso. Moi je trouve ça un peu étonnant, mais par contre, se faire livrer son repas, on est froid quand même. Enfin, je sais pas, ça prend combien de temps. Faut pas que ça arrive froid. Et puis bon, ça faut que ce soit bien fermé quand même, parce que ça peut, surtout après le corbeau, quoi. Mais c'est vrai, c'est le corbeau. Mais non, par contre, la livraison de repas, et puis surtout, bon, il y a la livraison aussi de médicaments, etc. Ça correspond à une certaine catégorie de villes, d'endroits où c'est parfaitement compatible. Mais c'est vrai que c'est une des nombreuses limites, une des nombreuses anecdotes qui montrent que encadrer le drone, l'utilisation des drones, c'est très compliqué. Il y a les risques quand c'est au-dessus des villes, mais on voit bien aussi que quand il y a des oiseaux qui s'en prennent aux drones, parce que là, effectivement, on parle du danger pour les corbeaux. Alors, apparemment, aucun corbeau n'a été blessé. Non, alors ils ont bien insisté là-dessus, parce qu'apparemment, les drones sont équipés. Alors, je sais pas, les hélices doivent être entourées de dispositifs qui font que les oiseaux ne se blessent pas. Voilà, mais moi, ce qui est quand même, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas risqué aussi que pour ceux qui se trouvent en dessous? Est-ce que le drone ne risque pas quand même de tomber à un moment face à un obstacle comme ça et à faire des blessés? Et ça, c'est évidemment le cauchemar de tout. Et puis on a parlé des corbeaux, mais peut-être que les mouettes pourraient s'attaquer aussi. Alors, tu sais que... je suis pas un spécialiste. Non, mais il faudrait qu'on appelle Alain Bougrain-Dubourg pour qu'il peut-être nous débriefe sur tout ça. Alors, j'ai peut-être un petit éclairage là-dessus. Tu sais que dans certains pays, alors il y a des expérimentations qui avaient été menées notamment aux Pays-Bas, qui se sont arrêtées où on utilisait des aigles dressés pour
attaquer les drones, mais les drones intrus, tu sais, les drones qui s'approchent un peu trop d'une centrale nucléaire ou d'un aéroport. Et donc ils avaient une brigade spéciale de la police, de fauconniers, quoi, qui dressaient des oiseaux de proie, et les oiseaux, on leur apprenait à attaquer les drones. Alors ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que les aigles étaient quand même un peu imprévisibles, et surtout ça coûtait très très cher en drone, parce que pour le coup ils massacraient les drones, quoi. Un aigle, c'est pas un corbeau, quoi. Ouais, c'est un gros machin. C'est un gros oiseau, et les drones se faisaient exploser, et forcément il y a un moment ça représente quand même un budget, parce qu'à chaque fois qu'ils attrapaient un drone, on leur donnait un morceau de viande pour les récompenser, pour leur apprendre, etc. Bien sûr. C'est fou, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement on n'est pas, en tout cas on n'a pas vu la fin de ces interactions un petit peu rugueuses entre des drones et des volatiles, mais bon là voilà, c'est nature 1, technologie 0 sur ce point-là. Exactement, mais en tout cas le concept est assez intéressant, à voir si Google prévoit de sortir ce type de service, par exemple en France, dans des régions... Tu sais que bien sûr. La Poste a deux lignes de drones de livraison expérimentales dans le Var et en Isère. Et effectivement, en fait, on est un peu revenu du fantasme du début où on parlait des drones de livraison. On s'imaginait dans les centres-villes se faire des pizzas. On voyait beaucoup de livraisons de pizzas, etc. Ça peut pas fonctionner en centre-ville très clairement. Tu le disais, Raphaël. Enfin voilà, les drones ils vont pas toquer aux fenêtres, ça n'a pas de sens. Mais en revanche, dans des zones montagneuses, là où il y a du terrain accidenté, on se rend compte qu'effectivement, ça peut faire gagner du temps. Et pour tout ce qui est livraison, alors ça peut être des médicaments, ou les maisons, ou même les maisons individuelles. Des maisons individuelles. Là, ça a du sens. En général, les pour maisons moi, individuelles ont toujours un petit jardin, etc. Pour moi, c'est un service qui devrait couvrir un peu les mêmes zones que Starlink, par exemple. On parle d'Internet. Tu vois, c'est le pendant dans les villes. On a la chance, on a de la fibre partout, etc. Après, je sais pas trop la zone de distance, enfin la zone de couverture de ces drones-là. Ouais, alors je sais que pour la Poste, c'est de l'ordre de c'est 3 km la zone de livraison. Alors je sais pas du tout, là, pour Wing, je pourrais pas me prononcer, mais effectivement, c'est vraiment optimisé pour les campagnes, ou alors dans les villes, j'allais dire, c'est circulation sur des couloirs aériens très spécifiques, par exemple entre deux hôpitaux pour livrer des prises de sang ou pour livrer des organes en urgence. C'est ce que tu là, disais ça peut être très intéressant. Ça a vraiment du sens. Bon, alors voilà, Google, la vie n'est pas facile pour Google. Vous vous rendez compte, ils sont attaqués par des corbeaux. Ils ont quand même laissé, du coup, ils ont cloué au sol une partie de la flotte de drones. Ils ont suspendu le service dans une partie de Canberra. C'est dans la banlieue de Canberra. Il paraît qu'ils veulent reprogrammer les corbeaux. Voilà. Est-ce qu'ils vont y arriver? Maintenant, c'est les corbeaux qui viennent livrer les sushis. Voilà, évidemment. C'est la nouvelle version d'Android. On reste dans le monde de Google avec une présentation qui a été faite hier, Anthony, tu voulais nous la commenter, sur le search de Google, qui est quand même, on va dire, le fonds de commerce de Google. C'est le cœur de leur business. Voilà, c'est le moteur de recherche, ça a toujours été ça. Et visiblement, ils accélèrent sur des services de plus en plus pertinents et puissants. Ouais, ils veulent muscler en fait leur moteur de recherche. C'est-à-dire, on va oublier ou en tout cas passer à l'étape d'après la bonne vieille barre de recherche telle qu'on la connaît. Alors c'est pas la première fois qu'ils en parlent, mais hier, donc c'était la grande conférence Search On, qui est leur conférence autour du search, et ils ont beaucoup insisté sur le nouveau mot-clé qui est Google. Alors ils appellent ça le MUM, M-U-M, donc c'est Multitask Unified Model. Non. C'est un peu plus barbare en termes de terminologie. On pourrait traduire ça par recherche multimodale. Et en gros, l'idée, c'est que plutôt que d'avoir une recherche textuelle comme on le fait aujourd'hui, on va combiner du texte, de l'image et de la vidéo. Donc en gros, le principe, c'est, Raphaël, tu portes un t-shirt qui me plaît beaucoup, je vais le prendre en photo. On va me proposer des motifs équivalents sur le moteur de recherche. Ça existait déjà avec Lens. Mais là où on va aller plus loin, c'est qu'on va pouvoir combiner ça avec une recherche texte et je vais dire, oui, mais moi, ce motif-là, je le veux sur des chaussettes et non pas sur un t-shirt. Et là, le moteur va comprendre et va me faire cette recherche-là. Donc, en gros, tout ce qui est un peu compliqué à appréhender... Oui, rajouter un peu de sémantique dans... Exactement. Coupler, en fait, vraiment l'image et le mot. Un autre exemple, c'est, je prends en photo mon vélo dont le pneu vient de crever et tout de suite, on va m'envoyer vers un tuto YouTube comment réparer un pneu de vélo crevé. Voilà. Donc c'est toutes ces expérimentations là que Google est en train de mettre en place. Alors même je dis expérimentation, mais ça va être lancé en anglais dans un premier temps d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Donc ça va arriver assez vite. Et Google imagine aussi que toutes les images vont devenir, alors ils appellent ça searchable, parce que moi j'ai pas trouvé d'équivalent en français, mais en gros c'est-à-dire que sur une
image, s'il y a des éléments qui vous plaisent, je sais pas, un abat-jour, une télé ou un canapé, vous cliquez dessus et on va vous trouver exactement où l'acheter, dans quel magasin il est en stock, etc. Donc voilà, la prochaine dimension de la recherche chez Google, ça va être ça. Et effectivement, tu le disais, c'est hyper important. Enfin, c'est un enjeu financier qui est absolument massif, puisque pour eux, ça représente encore aujourd'hui plus de la moitié des revenus totaux d'Alphabet, donc la maison mère de Google. Et surtout, là, on parle de recherche qui a une finalité commerciale de façon assez régulière, parce que quand tu me dis je vais rechercher un t-shirt, un abat-jour, etc., bien sûr. C'est pas je recherche un truc sur Wikipédia. Là, c'est derrière un lien d'affiliation, c'est derrière un lien sponsorisé. Donc financièrement, ça va aussi leur permettre de se détacher un peu de la publicité classique pour faire de l'affiliation, ce qu'ils font déjà avec Lens. Mais bon, de toute façon, encore un peu anecdotique, on va pas se mentir, je pense que tout le monde n'utilise pas Lens au quotidien. Mais clairement, c'est ce domaine-là qu'ils veulent développer. Et économiquement, pour eux, c'est extrêmement intéressant parce que là, une photo qui est recherchable, derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un peu acheter tout ce qu'il y a sur la photo potentiellement. Après, même s'il y a d'autres types de recherches. Donc je pense que c'est là aussi où commercialement, c'est un intérêt monumental pour Google. Et vous savez, j'ai le plaisir de présenter Tech & Co tous les soirs sur BFM Business entre 20h et 22h. Et cette semaine, j'ai reçu une start-up française qui propose, puisque c'est la Fashion Week là, en ce moment, donc on a voulu un petit peu creuser et voir quels étaient des exemples de fashion tech intéressants, et notamment une start-up qui analyse en fait des images avec des personnes qui sont habillées. Et comme tu le disais, en fait, les algos arrivent à détecter le type d'habit qu'il y a. Par exemple, vous êtes en train de regarder une série Netflix et au bout d'un moment, vous faites un arrêt sur image et vous voyez, je sais pas moi, des habits qui vous plaisent, des vêtements qui vous plaisent. Et bien là, l'algo va analyser et va, dans sa base de données, essayer de matcher, de retrouver ces habits-là, s'ils ont été référencés. Et c'est assez intéressant. Et là encore, c'est des algos, c'est de l'IA, c'est de la big data, mais on a en France un certain savoir-faire aussi. Ça s'appelle comment la boîte sur ce sujet. Ça m'intéresse, moi, ça. Tu vois, j'étais en train de réfléchir. Je te donnerai ça tout à l'heure. Bien sûr, ça m'intéresse. Dans nos archives, c'est plutôt cool. On a parlé d'Amazon, on a parlé de Google, Apple, non? Le trio. Maintenant, le trio magique. Il manque Microsoft et on est... Microsoft, on n'a pas grand-chose. On en a parlé la semaine dernière. Pas cette Microsoft. semaine. Oui, et cette fois-ci, c'est Apple et notamment Tim Cook qui n'est pas très content, les amis, parce que il en a marre de se faire siphonner tous les projets de produits qui s'apprêtent à sortir. On le voit, on a des exemples réguliers de stars maintenant de la tech qui ont des informations avant tout le monde. Tim Cook, ça commence à l'énerver, j'ai l'impression. Là, il veut débusquer les traîtres, là. C'est vraiment ça. Il fait la chasse à ce qu'on appelle les leakers, donc c'est ceux qui font fuiter les informations dans la presse. Et en fait, il a envoyé un mémo, donc une note interne aux salariés d'Apple qui, ironiquement, a fuité elle-même dans la presse. C'est bien qu'il y a un problème. C'est pas la première fois. Il y avait déjà, il y a 3-4 ans, Apple qui avait tenu une réunion spéciale sur les leaks et la réunion avait elle-même fuité. C'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est drôle quand même, cette histoire. Et donc pour dire, alors on sait que les leakers, c'est un très petit nombre de gens chez Apple, ils n'ont pas leur place dans leur entreprise, je vous cite un peu de tête, mais en gros l'idée c'est si on vous trouve, vous êtes viré et vous allez vous prendre un petit procès en prime, c'est un peu ça l'idée. Alors on peut comprendre parce que c'est vrai que les leaks se sont multipliés, enfin je pense qu'on peut tous en témoigner ici, c'est-à-dire que aujourd'hui quand il y a une keynote Apple, il y a quand même la grande majorité des éléments qui sont connus avant, dont on connaît, on sait beaucoup de choses en tout cas avant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années à l'époque de Steve Jobs. Alors c'était une autre école, un autre management. Il y a la légende qui veut, je sais jamais si c'était vrai, tu sais que Steve Jobs faisait travailler certaines équipes sur des faux produits et qui donnait des briefs d'informations différentes à chacun pour essayer de voir ensuite où ça sortait dans la presse et donc il savait d'où venaient les fuites, etc. Je pense que c'est pas trop le délire dans lequel est Tim Cook, et c'est pas du tout pour jeter la pierre d'ailleurs à Apple aujourd'hui. Je pense que le combat est beaucoup plus difficile à mener aujourd'hui qu'à l'époque de Steve Jobs, parce que l'entreprise est tout simplement beaucoup plus grande, que la supply chain est absolument massive. Bien sûr, mais quand vous voyez que c'est très compliqué à surveiller, quoi. Je sais pas si tu as suivi, si vous avez suivi tous les deux, mais il semblerait que le cycle de création d'un produit chez Apple, c'est 3 ans. Donc ça veut dire que finalement, vous avez une fenêtre de 3 ans où il y a des informations qui circulent. Et il y a des centaines de personnes qui sont au courant de ce truc-là. Il parlait notamment de la photo. Il me semble, il disait on commence à bosser, mais à mon avis pas que sur la photo. Et le module photo de l'iPhone 13 Pro, avec ces gros modules, ont été
imaginé en 2018, 3 ans avant, C'est fou. parce Oui, qu'il faut, ouais. il faut cette inertie de 3 ans. À partir Moi, du j'ai déjà moment où- toutes les infos sur l'iPhone 16. Hein. Voilà, je sais pas si je peux en dire beaucoup plus, mais Mais ceci dit, moi je suis assez étonné quand même parce que je trouve que cette année, il n'y avait pas grand-chose qui avait fuité finalement. Enfin, cela dit, il n'y avait pas grand-chose à raconter sur le nouvel iPhone aussi. Non, je parle de la conférence en elle-même. Je veux Oui, dire, oui. on avait parlé des AirPods, on avait parlé d'autres produits. Finalement, on a eu de l'iPad dont on avait. Oui, l'iPad mini a été bien On l'a pas caché. du tout Ouais, vu c'est venir. C'est vrai. Même les iPhones. Alors oui, c'est vrai, il y a eu l'histoire du mode portrait vidéo qui a donné finalement le cinématique. Enfin, le fait que Apple bosse la photo, la vidéo, oui, ça a fuité. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt une année où il y avait assez peu de fuites. Et comme tu dis, Anthony, moi je trouve que par rapport au nombre de gens qui bossent sur le sujet, c'est moi vrai. je trouve que c'est quand même miraculeux. Ouais, non, mais c'est D'avoir aussi peu d'infos Tout à et fait. surtout quand même en matière de leak, Apple est quand même la boîte qui arrive le mieux à se protéger. Je veux dire, Samsung, quand on voit les tweets d'Evan Blass, etc., Oui, mais mais tous les fabricants Android, franchement, alors Google, j'en parle même pas, on a les pixels déjà C'est vrai. un an à l'avance. Et la différence, c'est qu'Apple, à une époque, nous a habitués à la surprise et au secret. Alors que C'est les vrai. autres, c'était. Voilà, c'était Oui, il y à avait la un limite, c'était pas un tu vois, c'était problème. pas très grave. Samsung, à la limite, je pense qu'il comment dire, il travaille même C'est ces ça. informations en avance. Après, il Apple lâche aussi, les on va pas infos. se mentir. Apple, Ouais. quand Ouais, ils mais font Apple, ça fait partie de leur force, quoi. Voilà, Que puis ils font fuiter ce dont ils ont besoin aussi. Il y a l'histoire qui était assez incroyable du premier iPad où il y avait eu des rumeurs sur le prix, où je crois que c'était Bloomberg qui annonçait ça va coûter 1 000 €. Puis du coup, finalement, Apple avait annoncé 500 € en se disant super, c'est pas cher finalement, c'est 500 €. Oui, il y a évidemment. toute une Bien sûr. préparation psychologique. Il y a toute une préparation psychologique. Ouais, Donc c'est aussi, ils en jouent. ça fait partie de la stratégie. Mais C'est je vrai. trouve qu'Apple, paradoxalement, moi je les trouve plutôt préservés en ce moment. Mais en tout cas, ils font. Sur ils l'Apple font- Watch ils aussi, font- par exemple, il n'y a pas eu grand-chose. Ils font super Bon, il y a pas eu gaffe. grand-chose. Il y a pas eu grand-chose dans tous les Mais sens. C'est ça. Mais C'est je- ça. ouais, Ils font mais- super gaffe à ça. Et ils ont même une cellule, enfin un département anti-fuite. C'est pas très joli en français, mais un département anti-fuite. Ça fait un en peu couche, interne. quoi. C'est la Ça fait cellule un peu- Pampers. Ça fait un peu Pampers. Département anti-fuite chez Pampers, ça se comprendrait. Avec des anciens du FBI, de la NSA, des anciens des services Ouais. secrets américains, etc. Donc c'est intéressant. Enfin, j'aimerais bien être une petite Ouais, souris pour voir comment ça se passe en franchement, interne. Ça va être franchement. complètement Mais fou c'est- à c'est- observer, quoi. Mais ce qu'il y a de Et- rigolo, c'est qu'on parle justement de Tim Cook qui essaie de combattre les leakers. Pas plus tard qu'avant-hier, on sait quasi tout sur l'iPhone 14. Je ne sais pas si vous avez vu, Ouais. mais il y a encore tous les Ming Chi Kuo, enfin tous ces gens-là qui ont des informations qui s'avèrent la plupart Oui, du le temps. Ming Chi Kuo, oui. Exact. Mais lui, c'est un analyste. C'est quelqu'un qui Oui, passe sa mais- vie. Bien sûr, mais il a, Dans il a l'industrie des des infos. infos, Et bien sûr, là, bien sûr. regardez, Ah oui, amusez-vous oui. à le taper iPhone 14, vous allez voir, vous avez déjà des images voilà, qui y ressembleraient à l'iPhone 4. Enfin voilà, il y a plein de trucs que l'encoche de Face ID disparaîtrait au profit d'un petit poinçon. Enfin, il y a plein de trucs. Mais souvent, les. Et c'est dans un an, la mais- sortie du prochain Il y a iPhone. beaucoup, il y a beaucoup Après, il y d'infos a- qui viennent aussi des sous-traitants asiatiques. Alors là, c'est la presse américaine qui raconte, certains ont enquêté, sont même allés à la sortie des usines Foxconn où apparemment il y a des gens qui viennent proposer de très fortes sommes aux salariés de l'usine pour Mais faire bien sortir sûr, des composants bien sûr, ou des bien prototypes sûr. parce que derrière les enjeux financiers sont énormes. Ça peut être des accessoiristes qui veulent avoir le format exact pour être les premiers à sortir la coque qui va bien, ou des collectionneurs Et tout vous simplement. et voilà. Même des hackers d'ailleurs, Bien sûr. qui peuvent vouloir les prototypes avec toutes les fonctions de sécurité qui sont pas forcément complètement. Quand vous vous terminé. rendez compte que voilà, quand Apple appuie sur le bouton telle date et qu'il y a des millions d'iPhones qui sont Derrière, disponibles, faut que ce ça soit fait prêt. des mois Faut que la ces machine iPhones soit sont prête. fabriqués, bien sûr. stockés quelque part. Bien Et sûr. forcément, c'est quasi impossible de réguler garder des le fuites. secret, En fait, bien hein, sûr. ça c'est clair. L'actu aussi cette semaine, c'est Facebook. Qui n'en finit pas d'être empêtré dans des histoires incroyables. La dernière en date, c'était ce projet d'Instagram Kids, un Instagram. Parce qu'on sait, voilà, il y a plein d'enfants ou de jeunes adultes aujourd'hui qui sont sur Instagram, qui grugent tout simplement leur date de naissance et qui ont des comptes. Alors Instagram et Facebook voulaient créer un environnement qui soit un petit peu plus protégé pour eux avec un Instagram Kids et leur dire ok, vous êtes enfant, vous pouvez avoir votre comment dirais-je, votre espace, réseau ouais, social, ouais, votre ouais. espace. Et bien là, Instagram Kids, ce projet est pour l'instant suspendu. Alors peut-être même annulé, on ne sait pas, mais en tout cas suspendu. Qui en parle? Raphaël? Juste très rapidement, ce qui est intéressant, c'est que ça vient en même temps que des révélations du Wall Street Journal qui montrent Oui. que Facebook est un problème. C'est que ça, on le connaît tous, ses utilisateurs et utilisatrices sont vieux. Ils sont trop âgés, c'est-à-dire qu'ils ont 40-50 ans, ce qui pour un réseau social est problématique. Et le grand problème de Facebook, c'est d'arriver à séduire
des préadolescents pour les préparer à aller, et des enfants d'ailleurs, pour les préparer à aller sur Facebook, sur Instagram. Alors Facebook, ils ont compris que c'était mort, que de toute façon un Facebook Kids, ça ne servira à rien parce que Facebook n'intéresse pas les enfants. Par contre, Instagram, oui. Et donc, c'est pour ça que ce projet d'Instagram Kids, alors officiellement, sans pub ciblée, protégé, etc., pourquoi pas ? Le problème, c'est que ce n'est pas une volonté de protéger les enfants. Le problème, et ça, on l'a vu dans les documents qui ont été révélés par le Wall Street Journal, c'est une stratégie. C'est de préparer, d'habituer des enfants de moins de 10 ans à être dans l'écosystème Instagram pour que le jour où ils aient 13 ans, officiellement en tout cas, ils basculent sur Instagram. Donc et après Facebook. Et après, alors Facebook, je pense qu'ils espèrent même plus. Ouais, mais au moins qu'ils restent ensuite dans le giron d'Instagram. Voilà. Ouais. Et donc c'est vrai qu'effectivement, derrière ce discours de protéger les enfants, évidemment, il y a quelque chose de bien plus mercantile qui est habituer les enfants à Instagram. Et pas se faire siphonner par TikTok qui a dépassé le milliard d'utilisateurs là, cette semaine. Enfin, je pense que les deux sont liés aussi, quoi. L'idée, c'est exactement ce que tu disais, Raphaël, c'est vraiment fidéliser dès le début les enfants à Instagram. Mais je pense que cette histoire embête beaucoup Facebook. Ils sont quand même empêtrés là, avec les révélations du Wall Street Journal qui s'enchaînent semaine après semaine. Encore cette dernière histoire qu'on évoquait il y a 1 ou 2 semaines, cette étude qui montre le mal-être des adolescents. Exactement, c'est lié adolescentes américaines sur Instagram. C'est lié à ça. Alors, c'est incroyable. Donc le Wall Street Journal publie des extraits d'études internes à Facebook qui ont été commandés par Facebook. Qui ont été commandés par Facebook. Ce qu'a fait ensuite Facebook, c'est là, hier, ils en ont diffusé 2. Sauf que manque de peau, le Wall Street Journal en avait, il me semble, 6. Et donc ils ont rediffusé au Wall Street Journal les 6. Ouais. Or, évidemment, dans les 2 que montre Facebook, alors avec plein d'arguments à côté pour dire non, mais l'étude ne dit pas vraiment ça, etc. Évidemment, le plus intéressant se trouve dans les études que Facebook n'a pas publiées, et notamment qui montrent que clairement, Instagram ajoute des complexes, notamment aux jeunes femmes, et notamment en France. La France est dans les principaux pays qui sont concernés. En fait, c'est les pays occidentaux, plus qu'aux États-Unis. Dans l'étude, il y a une partie sur la France, et on montre que les jeunes, par exemple, les jeunes françaises, sont celles qui sont le plus touchées par des effets délétères d'Instagram sur leur santé mentale, c'est-à-dire qu'elles se sentent complexées. On voit aussi, et ça c'est dramatique pour Instagram, dans ces études pas publiées par Facebook, que les filtres, mais ça on s'en doutait, sont dramatiques. C'est-à-dire que ça crée des phénomènes de complexe chez les jeunes femmes notamment. Les filtres sont absolument dramatiques et ça, Instagram le sait. Voilà. Oui, parce qu'ils ont mené des études là-dessus et ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils n'aient pas communiqué ouvertement là-dessus en disant écoutez, on est conscient des problèmes, on va essayer d'y remédier. Et ça va être très compliqué parce que là, en plus, l'histoire, c'est que le Wall Street Journal a eu toutes ces informations via une lanceuse d'alerte, je crois en l'occurrence, qui va être entendue par le Sénat la semaine prochaine, le Sénat américain, et qui donne une grande interview à un grand média, à CBS, je crois, un grand média américain, pour une grande émission. Donc, enfin. Là, on n'a pas fini de parler de cette histoire. C'est un peu chaud pour eux. Ouais. Moi, je me demande si, et d'ailleurs, ça a déjà été abordé cette comparaison, le fait d'être aussi nocif et de cacher ces informations, ça fait quand même penser à Big Tobacco, à ce qui s'est passé dans les années, sur toutes les études qui avaient été sur le tabac. Et en fait, Facebook maintenant est de plus en plus comparé à Philip Morris, par exemple, c'est-à-dire que c'est la grande boîte qui est nocive, alors dans un domaine évidemment très différent, mais à la santé mentale, pas physique. Ou parfois physique d'ailleurs, il y a des cas de suicide. Après, c'est tous les lobbying, on va dire, de l'agroalimentaire, les Coca-Cola, tous ces trucs-là aussi. Mais le fait de cacher ces études, alors évidemment dans l'industrie agroalimentaire aussi, mais c'est vrai que l'importance que va prendre Facebook et le fait de cibler Facebook autant dans les prochains mois, prochaines années, ça fait penser un peu à ce qui s'est passé avec l'industrie du tabac à la fin du XXe siècle. Ouais, effrayant tout ça. Et puis tu le disais, Anthony, parallèlement, la montée en puissance de TikTok qui a dépassé le milliard de vidéos vues, je crois. Non, milliard d'utilisateurs. D'utilisateurs, on est compte. Ce qui est fou. Enfin, en plus, la tendance est folle. En 2018, ils étaient à moins de 100 millions de personnes. Et ils vont en fait petit à petit étouffer Instagram, sans doute, parce qu'on voit que Snapchat, on en parle moins aussi. On en parle moins. C'est TikTok qui est en train de tirer son épingle du jeu. C'est incroyable. YouTube, même si YouTube, c'est un usage un petit peu différent, mais pour les jeunes, en termes d'utilisation, c'est vraiment les trois poids lourds, même si TikTok, il leur manque encore la monétisation. Enfin, c'est encore, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Mais bon, quand tu as le milliard, après la monétisation, elle vient. Mais tous ces problèmes, on va dire, de mal-être qu'on peut retrouver sur Instagram, je pense qu'on peut aussi en trouver sur TikTok. C'est un autre débat. Complètement. Je veux dire, bien sûr. Voilà, là, il se trouve tous les travers qu'on retrouve sur Insta, on les retrouve aussi sur TikTok. Il se trouve qu'on a les infos sur Insta, on n'a pas encore les infos sur TikTok. Il y aura sûrement des... Voilà, on focus sur Insta, les Snapchat, TikTok, pareil.
Passionnant tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Super actu cette semaine. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié tous ces échanges avec à la fois Anthony Morel et Raphaël Grabli. Merci à tous les deux. Merci François, merci à tous. Merci Petite précision avant de poursuivre de quoi je me mêle. Je vous rappelle que aussi, si vous êtes un fan de techno, n'hésitez pas à retrouver Tech & Co tous les soirs que j'ai le plaisir de présenter. 2 heures de tech tous les jours. Alors, bien sûr, en direct à la radio, à la télé sur BFM Business, mais aussi en podcast. Donc, si vous n'avez pas toute votre dose de tech avec de quoi je me mêle, eh bien, voilà, je vous propose aussi de nous retrouver tout au long de la semaine. Dans un instant, on s'intéresse à Amazon. Voilà, les nouveautés Amazon qui ont été présentées cette semaine avec le porte-parole d'Amazon France qui me rejoint sur ce plateau, Philippe Dallier. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.